voilà. Mais pour l'heure, on va s'intéresser à Alexandre le Grand et j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Grandjean pour cette conférence de ce soir que je remercie beaucoup d'être venue jusqu'à Pessac. Alors, Catherine Grandjean est professeure émérite d'histoire à l'université de Tours, voilà, spécialiste de la Grèce antique, bien sûr, la Grèce continentale notamment. Elle a publié plein d'ouvrages, mais notamment deux très beaux livres dans la collection Mondes anciens de chez Belin. Je crois que vous avez pu voir sur le carton tout à l'heure l'un de ces deux livres sur la Grèce hellénistique et romaine. Voilà, vous pourrez découvrir ces livres aussi après la conférence à l'entrée du cinéma. Et puis pour l'heure, on va s'installer et puis s'intéresser à cette figure d'Alexandre le Grand, figure historique à la fois bien connue et méconnue, et donc tout l'intérêt de cette conférence de ce soir. Une figure historique qui a marqué son temps, qui a marqué aussi les siècles qui ont suivi, qui a inspiré bon nombre d'aspirants empereurs ou d'aspirants conquérants, de Jules César à Napoléon Bonaparte notamment. Une figure historique qui a été aussi décriée, notamment comme conquérant sanguinaire, et aussi préfigurant finalement pour certains peuples les affres du colonialisme. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, ça nous paraissait important de revenir sur ce personnage historique, notamment au travers de la perception qu'en a eue Oliver Stone dans le film Alexandre, que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Voilà. Donc un grand merci encore à Catherine Grandjean d'être venue ce soir, et à elle la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je commencerai par remercier le cinéma Jean Eustache et Bruno Scheurer de leur invitation. Je suis très heureuse de vous présenter ce soir ce film que j'aime beaucoup, malgré ses outrances, malgré les critiques dont il a fait d'ailleurs avec raison l'objet. Il faut que j'approche plus ? D'accord. OK. Voilà. Alors, c'est un film qui, à sa sortie, n'a pas rencontré le succès escompté par le réalisateur, qui pensait que ça serait vraiment son grand œuvre. Disons que malgré toute une série de redécoupages successifs, il y en a eu 3 à ma connaissance jusqu'en 2012, c'est un film qui reste en fait un succès public. Et qui a fait l'objet donc de beaucoup de critiques. Alors la version que vous avez vue, que vous verrez tout à l'heure et que moi je connais, c'est la version initiale, celle de 2004, donc qui a rencontré donc tout à fait un manque en fait de succès public. Alors Alexandre III, le roi de Macédoine, je regarde, voilà. Alexandre III, donc dit le Grand, roi de Macédoine, de 336 à 323 avant notre ère, est à la fois un personnage historique et une figure mythique. Il l'était déjà de son vivant, en se réclamant d'ancêtres comme le dieu Héraclès, ou le bouillant Achille, le héros bien connu de la guerre de Troie. Et parce que, s'autoproclamant fils de Dieu, s'il a reçu de son vivant un culte, notamment à la fin de sa vie dans les cités grecques. Alors là, je vous ai présenté, en fait, à gauche, vous voyez, donc c'est le centre d'une coupe extrêmement célèbre qui est au musée de Berlin et qui représente Achille, donc qui est l'ancêtre mythique de la famille royale d'Olympias, la mère d'Alexandre, en train de soigner son compagnon Patrocle. Alors dans le film, il y a énormément de liens et de références à la relation entre Patrocle et Achille, au sujet de la relation particulière entretenue par Alexandre avec Héphaïstion, de ses généraux et compagnons. Et puis, l'illustration de droite, c'est une monnaie en argent, un tétradrachme de poids attique, frappé du vivant d'Alexandre le Grand, et qui figure, vous voyez, au droit, une tête portant la léontée. La léontée, c'est la peau du lion de Némée, et ça fait référence évidemment à Héraclès, et à des 12 travaux d'Héraclès.
Et le visage qui apparaît, ce visage imberbe, évoque, on va le voir, on va voir des portraits officiels d'Alexandre, évoque évidemment le visage, la personne d'Alexandre. Héraclès, c'est l'ancêtre mythique des souverains de Macédoine et donc de Philippe II, le père d'Alexandre. Et puis au revers de la monnaie, vous avez Zeus, le dieu, le roi des dieux, le souverain des Olympiens, trônant, portant un aigle, son oiseau fétiche qui apparaît à plusieurs reprises dans le film, pour souligner donc l'hérédité divine d'Alexandre, et puis la légende Alexandrou. Donc on a vraiment une propagande du vivant déjà, même d'Alexandre, sur ses origines, qui sont des origines véritablement héroïques et même divines. Alors, depuis l'Antiquité, Alexandre incarne le souverain idéal, conquérant, victorieux, assoiffé aussi de savoir. C'est une sorte de véritable archétype impérial à la trajectoire fulgurante. 13 ans de règne seulement, mort à 33 ans, en pleine gloire, à Babylone. Et il a joue un rôle fondamental dans l'histoire de l'Antiquité en étendant de manière absolument énorme le domaine au-delà de la Méditerranée qui était connu et gouverné par des Grecs, par ses conquêtes. C'est une vraie rupture, le règne d'Alexandre. Alors, dès l'Antiquité, dès son règne, mais ensuite pendant toute l'Antiquité, notamment à l'époque impériale romaine, et jusqu'à nos jours, son image, son histoire ont été instrumentalisées jusque chez les Ottomans, sous le nom d'Iskander, en France, à la cour de Louis XIV, avec Napoléon, dans l'Inde coloniale également. Et l'historien Pierre Briand, le grand spécialiste d'Alexandre le Grand, dès 1974, dans un que sais-je moult fois réédité et dans toute une série de livres, a montré l'utilisation en fait d'Alexandre, principalement depuis le XVIIIe siècle, comme héros colonial dans les débats sur l'expansion de l'Europe, où il est figuré à la fois comme un libérateur de peuples opprimés et maintenus par des tyrans dans le sous-développement, et en conquérant environné de savants comme Napoléon, qui, comme lui, s'est exposé entouré de savants au moment de la conquête de l'Égypte. Alors cette image, en fait, de ce conquérant civilisateur et libérateur, elle est esquissée très tôt, dès le témoignage de Plutarque, donc à l'époque du Haut-Empire romain, dans un traité qui s'appelle Sur la fortune d'Alexandre, qu'on attribue à Plutarque. Et puis, elle s'est imposée au XVIIIe siècle, dans le sillage de Montesquieu et de Voltaire, qui ont été suivis par des historiens britanniques qui ont aimé voir dans Alexandre, finalement, un précédent heureux de la conquête britannique de l'Inde. Alors, dans l'Inde britannique, avant l'indépendance, déjà, le récit national qui a été construit dans l'entre-deux-guerres par des historiens indiens a mis en valeur la figure de Poros, le grand adversaire en Inde d'Alexandre, qui a été célébré comme un héros national, notamment dans un film qui s'appelle Sikandar. Sikandar, c'est le nom d'Alexandre en persan. Qui dépeignait la résistance en fait contre l'occupation grecque et qui faisait de Poros déjà un héros de la future indépendance de l'Inde. Alors ce personnage dont l'histoire a été vraiment instrumentalisée, qui comporte une bonne part de mythes, paradoxalement, il conserve une très large part de mystère. Son visage ferme, juvénile, est bien connu. Il a été popularisé par toute une série de portraits officiels de son vivant. C'était un vrai génie de la propagande, Alexandre. Il avait fait faire son portrait officiel, notamment par un très grand sculpteur de son temps, Lysippe. Et ce portrait a été diffusé dans l'ensemble en fait, de l'espace conquis, de son vivant, et puis également
ensuite à titre posthume. Mais curieusement, sa personnalité réelle nous échappe assez largement. C'est-à-dire que les sources le dépeignent à la fois comme un conquérant magnanime, vous allez voir un texte à ce sujet, un génie visionnaire, désireux de repousser les limites du monde connu. Le film y insiste beaucoup, hein, un explorateur finalement, et puis en même temps un ivrogne sanguinaire, assassinant ses amis lors de banquets. Ça aussi, le film le montre bien. Alors cette espèce de mirage en fait que représente l'histoire d'Alexandre est lié aussi au fait qu'aucun récit contemporain de son règne continu, en tout cas, ne nous est parvenu, même pas celui de Ptolémée. Je suis désolée, la photo est un peu réduite. Qui était un des compagnons d'Alexandre, était un officier de son état-major, qui est aussi le fondateur, après sa mort, de ce royaume ptolémaïque dont la dernière représentante a été Cléopâtre, hein, qui a été le plus puissant royaume de l'époque hellénistique, l'époque qui a suivi la mort d'Alexandre. Alors c'est Ptolémée qui introduit, qui commente dans le film les séquences de la vie d'Alexandre, qu'a choisi d'évoquer Oliver Stone dans le film, et on va en parler en montrant que beaucoup d'autres auraient sans doute pu figurer dans le film. Enfin bon, il fallait faire évidemment des choix dans le scénario. La proximité de Ptolémée avec Alexandre était sans doute réelle, et on sait qu'il a écrit, il a fait partie des auteurs dont les œuvres sont perdues, qui ont écrit, parmi les compagnons d'Alexandre, un récit en fait de la conquête, hein, et du règne, qui a malheureusement disparu. Donc le fait de le mettre en scène comme un peu une espèce de coryphée, hein, relatant, commentant et introduisant les différents épisodes du film est quelque chose qui paraît assez pertinent. En revanche, le décor dans lequel il apparaît, cette espèce de terrasse surplombant le phare d'Alexandrie, est complètement anachronique, hein, puisque le phare n'existait pas, il a été construit après sa mort. Alors j'en reviens donc aux sources concernant Alexandre. Elles sont finalement postérieures d'au moins 300 ans aux événements. Hein, c'est-à-dire qu'on a toute une série d'auteurs qui datent de l'époque impériale, Arrien, Diodore de Sicile, Plutarque, Quinte Curse, qui ont eu accès à des sources qui, elles, étaient contemporaines ou de peu postérieures aux événements, mais qui ne nous sont pas parvenues. Et évidemment, ces historiens sont tributaires en fait de leur temps, des interrogations, des certitudes de leur temps, et aussi de ce qu'on appelle la légende d'Alexandre, qui s'est construite au fil du temps. Déjà, Alexandre, de son vivant, y a contribué, et cette légende, elle a été développée également, notamment à la cour d'Alexandrie, par Ptolémée, qui trouvait un moyen de légitimation de son pouvoir, puisqu'il avait réussi à détourner en fait le convoi funéraire d'Alexandre, et que la tombe d'Alexandre était au cœur de la ville d'Alexandrie. Alors voyons en fait ce qu'on peut dire du règne d'Alexandre en contrepoint du film. Alors ce que nous indiquent les sources, c'est qu'il est né donc en 356 à Pella, en Macédoine, qui était la capitale politique du royaume, en Grèce du Nord. Et c'est là, et dans un domaine voisin, où il a été isolé une partie de son enfance, qu'il a grandi. Ses parents, donc, c'est Olympias, la reine, une princesse donc originaire du royaume à l'ouest de la Macédoine, l'Épire, et le roi de Macédoine, Philippe II. Alors quelques mots d'abord de sa mère, interprétée dans le film par l'ébouriffante Angelina Jolie. Alors vous voyez que la représentation ici est moins frivole, hein. Alors en Épire, les femmes semblent avoir eu beaucoup plus de liberté et de droits que dans le reste de la Grèce. Elles pouvaient par exemple posséder des terres et jouer un rôle politique quand elles appartenaient à des familles princières comme Olympias. Et Olympias a joué réellement un rôle politique important, à la fois avant la mort d'Alexandre et
après sa mort, jusqu'à son assassinat en 316 par un des postulants à la succession d'Alexandre, qu'on appelle les Diadoques. Alors, elle était connue, d'après les sources, pour sa dévotion à Dionysos. Dionysos, donc le dieu du vin, bien sûr, mais aussi plus largement le dieu du dédoublement. À la fois le dédoublement lié à l'ivresse, mais aussi le dédoublement du comédien, ou le dédoublement qui arrive dans le cadre de la transe dionysiaque, qui pouvait posséder les fidèles. Alors, on sait qu'elle dormait avec des serpents, et Oliver Stone insiste un peu lourdement là-dessus. Le serpent, dans le monde grec, n'a pas une valeur négative. C'est un animal qui est lié à la sphère de la fécondité, de la fertilité, et qui pouvait, par exemple dans le culte d'Asclépios, jouer un rôle dans des processus de guérison de malades. C'est-à-dire que là, il y a un petit... une volonté, bon, évidemment, c'est assez vendeur, ces épisodes avec ces serpents venimeux qu'il faut dompter en domptant sa peur. Enfin, voilà. Alors, Olympias n'a jamais revu, selon les sources, Alexandre après son départ en Asie en 334. Ils ont correspondu. Et tout au long du règne, et Olympias semble avoir eu une influence sur son fils, en tout cas, disons qu'elle l'informait régulièrement de ce que faisait Antipater, qui était le régent de Macédoine, auquel Alexandre avait, disons, confié le pouvoir en partant en Asie, pouvoir en Macédoine. Mais on ne sait rien d'autre, à ma connaissance, de leur relation mutuelle. Alors, quant au père, Philippe II, il était vraiment borgne et boiteux à la suite de combats, comme le montre le film, à la suite de combats et de blessures de guerre. Alors, sur cette diapositive, oui, vous avez à droite une figurine en ivoire, qui est toute petite, qui fait 2 ou 3 cm, je ne sais plus très bien, en ivoire, qui a été trouvée dans les fouilles de Vergina, en Macédoine, où l'on situe la nécropole des souverains macédoniens et où peut-être on a découvert la tombe de Philippe II. Alors c'est de plus en plus contesté. Là, il y a eu des découvertes par des archéologues grecs qui donnent à penser que ça ne serait pas là. Enfin bon, ça fait partie de ces choses très vendeuses aussi en archéologie. Et puis alors à gauche, vous avez, ça je l'ai laissé, un coffret en pierre qui renferme une boîte en or qui est surmontée de ce qu'on appelle l'étoile macédonienne. Alors, si vous avez vu déjà le film, vous avez dû voir que sur les boucliers de beaucoup de combattants de la phalange et des fantassins d'élite, les argyrespides, les boucliers en argent, il y a cette étoile macédonienne. Alors, c'est un symbole important qu'on trouve dans l'iconographie antique de la Macédoine et qui a été reprise par la République de Macédoine, issue de la disparition en fait, de l'ancienne Yougoslavie, notamment comme emblème. Et ça a suscité une très vive colère des Grecs qui craignent en fait que cette république souhaite annexer l'ancienne Macédoine antique avec la ville de Thessalonique, donc pour avoir un débouché sur l'Égée. Enfin, c'est une parenthèse. Alors, Philippe est un personnage tout à fait remarquable qui a réussi à faire de son royaume une puissance mineure, malgré son ampleur géographique. Il a réussi à faire de son royaume une puissance majeure en Grèce, donc au milieu du IVe siècle, en s'imposant notamment aux deux grandes cités donc, de la Grèce méridionale, Thèbes et Athènes, en 338. Il leur a imposé son alliance en 337, et puis un projet commun, la conquête en commun, donc avec des troupes macédoniennes, des troupes des cités grecques, de la côte occidentale de la Turquie actuelle, l'Asie mineure, où vivaient des Grecs depuis très longtemps, pour les libérer de la tutelle de l'Empire perse. Alors, l'éducation donc d'Alexandre, c'est l'éducation d'un héritier au trône.
il est confié à des précepteurs dès l'enfance, dont Léonidas, qui est un parent d'Olympias, donc de sa mère, qui lui donne une éducation assez austère et rustique pour développer son endurance, ses qualités de chef. Et puis également, évidemment, il est instruit des lettres et de la musique. Et très jeune, il développe un goût très marqué pour Homère. À l'adolescence, Philippe le confie à Aristote, bon, le grand philosophe. On sait qu'il a vécu à Athènes, bien sûr, où il a fondé son école, le lycée, mais c'est un Macédonien, dont le père était le médecin personnel de Philippe II. Et donc, il a été recruté par Philippe pour parfaire l'éducation d'Alexandre. Et donc, vous voyez, c'est une éducation extrêmement soignée. Et dès 16 ans, il est nommé régent du royaume de Macédoine par son père, par Philippe II, alors que Philippe part en campagne. Et à 18 ans, à la bataille de Chéronée, cette fameuse grande bataille, lors de laquelle la Macédoine écrase les troupes thébaines et athéniennes, il commande la cavalerie. C'est-à-dire que c'est vraiment un personnage qui est élevé pour être le successeur de son père. Alors, en 336, on sait qu'il y a eu une brouille passagère entre le père et le fils, disons à l'occasion du mariage entre Philippe II et puis une princesse macédonienne, et non pas épirote, comme sa mère, Cléopâtre, et pas Eurydice, comme c'est dit dans le film, qui était la fille d'un noble macédonien extrêmement influent, Attale. Et donc, il a dû s'exiler, Alexandre, quelques mois en Épire. Mais on sait aussi que cette brouille n'a pas duré et que quelques mois plus tard, Alexandre a sauvé la vie de son père lors d'un combat contre des populations au nord de la Macédoine qui cherchaient à envahir en fait, le royaume. Donc là, il insiste un peu lourdement, Liverstone, sur cet épisode, mais un petit peu en décalage par rapport aux sources. Et puis, quelques mois après donc, cette expédition, il est assassiné, donc Philippe, par un de ses gardes pendant l'été 336, juste avant en fait, de partir en expédition contre les Perses, alors qu'il a envoyé déjà une avant-garde au nord-ouest de la Turquie pour prendre pied déjà là-bas. Alors, quelle est la responsabilité d'Olympias dans la mort de Philippe ? Dès l'Antiquité, on l'a tenu pour responsable au motif que la deuxième épouse de Philippe venait d'accoucher d'un fils et qu'ainsi elle aurait protégé les droits au trône d'Alexandre. Alors Oliver Stone reprend cette hypothèse et construit largement le personnage d'Alexandre à partir de sa complicité supposée dans l'assassinat, que rien ne permet en réalité de fonder. Et donc on a une vision du roi qui a fait couler beaucoup d'encre dans ce film, portant une culpabilité oedipienne pendant tout au long de sa vie. Et cette vision a été beaucoup critiquée à la sortie du film, et de fait semble assez anachronique, parce que dès son arrivée sur le trône, Alexandre s'est conduit avec une très grande fermeté, éliminant tous ses rivaux. Sa mère l'a un peu aidé d'ailleurs, potentiel pour le trône, et s'imposant comme successeur de son père. Il s'est imposé aux Grecs, il a rasé la ville de Thèbes, sauf la maison de Pindare, du poète Pindare, nous disent les textes, qui se révoltaient contre lui. Et donc, c'est véritablement conduit avec une très grande fermeté, terrorisant ses adversaires, et les Grecs, subjugués, terrifiés, lui ont envoyé les troupes qu'il demandait donc pour son expédition. Et cette fermeté, il la manifeste tout au long de son règne. Alors, après donc avoir écrasé dans le sang toute tentative de s'opposer à lui en Europe, il s'embarque au printemps 334 pour l'Asie mineure avec 43 000 hommes, des fantassins, des cavaliers. Alors, il y a des Macédoniens, il y a des Grecs, donc des cités qui sont obligées de suivre, et des vivres pour un mois,
nous disent les textes, donc ce qui ne fait pas lourd, hein, et des savants, notamment des géomètres, qui sont chargés en fait de mesurer les distances parcourues et d'établir des cartes. Alors les contingents alliés, notamment les Grecs, viennent au motif de venger les destructions qui ont été, disons, perpétuées par les Perses au moment des guerres médiques qui ont eu lieu au 5e siècle. Vous avez je ne sais pas si vous voyez sur la carte là, la bataille de Salamine, Marathon 490, Platée 479 en Grèce continentale. En 480, lorsqu'il y a eu l'invasion de la Grèce par les troupes de Xerxès, Athènes a été détruite. Et donc, il y a l'idée, finalement, d'une revanche sur ces guerres médiques en portant la guerre et la destruction dans l'Empire perse. Et puis, il y a des mercenaires. Des mercenaires qui ne sont pas des Grecs, notamment des Thraces, qui sont des combattants redoutables. La Thrace, qui est une région à l'est de la Macédoine, à l'est de la Grèce. Alors, face à lui, Alexandre doit combattre l'Empire perse, qui est absolument gigantesque, hein, qui s'étend donc jusqu'à l'Indus, jusqu'à l'Himalaya, sur une partie de l'Afghanistan actuel, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan. C'est un empire immense, 3 millions. Oui, ça va. 3 millions de kilomètres carrés, avec des ressources qui sont énormes, en hommes, en richesses. Et cet empire est gouverné donc par Darius III, qui est arrivé au pouvoir la même année qu'Alexandre, en 336. Alors, au IVe siècle, il y a tout à fait toute une série à la fin du Ve siècle, toute une série de révoltes au sein de l'Empire qui ont pu donner à penser aux Grecs, comme une expédition qui a eu lieu à la fin du Ve siècle, hein, l'expédition des 10 000, qui est arrivée jusqu'à Babylone pour essayer de mettre au pouvoir un personnage qui était un prince perse. Les Grecs peuvent avoir l'impression que l'Empire perse est un colosse au pied d'argile. En réalité, l'Empire reste une puissance tout à fait redoutable par ses richesses, par son immensité, par ses ressources, aussi en or. Alors, c'est un empire donc, qui est doté d'une flotte de 300 navires. Alexandre n'en a que 50. Et c'est un empire tributaire dominé par en fait, des Iraniens, des Perses, deux populations, deux peuples dominants, les Mèdes, que les Grecs confondent d'ailleurs avec les Perses, d'où le nom de guerre médique, et puis les Perses. C'est un empire donc, qui a plusieurs capitales. Vous avez les noms de ces capitales, Persépolis, Pasargade, et puis un peu plus loin, Suse, Ecbatane. Et donc qui est un empire centré plutôt donc, sur le plateau iranien. Les Perses ont constitué cet empire en 559, hein, c'est-à-dire plus de 2 siècles avant la conquête d'Alexandre, et sont parvenus à le maintenir en développant un réseau routier, un réseau de communication. Vous avez la grande route royale qui apparaît, qui était celle que connaissaient les Grecs entre l'Asie mineure et puis l'Iran. Et puis en ayant une politique religieuse extrêmement intelligente, extrêmement tolérante. Le grand roi perse était pharaon d'Égypte, pratiquait les cultes égyptiens en Égypte et représenté comme pharaon, avec un cartouche qui donne son nom. En Babylonie, il fait de même, au moment de la fête en l'honneur du grand dieu Baal Marduk. Et donc, il y a une très grande tolérance. Hein. On définit souvent maintenant les empires comme des empires qui fonctionnent. Hein. Un empire qui fonctionne, c'est un empire qui sait gérer les différences en son sein. Et l'empire perse, c'est clairement en fait, l'illustration de ce modèle. Alors, l'empire était divisé en provinces qu'on appelle les satrapies, dont les chefs, les satrapes, appartenaient souvent au clan perse au pouvoir, le clan des Achéménides, parce que leur ancêtre s'appelait Achéménès.
Ils étaient chargés de percevoir le tribut annuel dans les différentes provinces, d'y maintenir l'ordre, bien sûr, et en cas de nécessité de lever des troupes, des contingents qu'on appelle les contingents satrapiques, pour abonder l'armée dont l'élite était en fait iranienne. Et ce tribut était convoyé, il y avait du bois, il y avait de l'or, il pouvait y avoir vraiment des biens extrêmement divers. Là, vous voyez la procession dans l'escalier de la grande salle du palais de Persépolis, où était entreposé le tribut, et puis une représentation donc, du grand roi trônant et recevant donc, le tribut. Alors cette armée perse, elle était immense, mais très hétérogène, et assez peu performante face aux Grecs dans le combat rapproché que cherchaient toujours à imposer les Grecs, parce qu'elle était presque dépourvue d'armement défensif. Les Perses, là vous avez une représentation d'immortels, hein, les archers perses, l'élite de l'armée achéménide, étaient des archers montés à cheval, hein, donc qui combattaient, qui étaient vraiment très très performants pour le combat de loin. Et face à eux, Alexandre, comme son père, face à des ennemis grecs, alignait le cœur de son armée, c'était la phalange macédonienne, composée donc de combattants, de fantassins, regroupés sur 16 rangs ou plus, et qui étaient armés de cette très longue pique qu'on appelle la saris, qui faisait au minimum 4,50 m, et que les fantassins des premiers rangs, qui étaient les plus jeunes, pouvaient planter en terre, hein, il y avait un talon métallique, verticalement pour briser les charges ennemies. Hein, donc c'était vraiment une force très très puissante. Et les fantassins macédoniens étaient hyper entraînés. Beaucoup étaient finalement en fait recrutés de manière presque professionnelle, hein, avaient une carrière, une solde. Il y avait aussi des contingents qui étaient levés, mais il y avait vraiment, c'était des combattants extrêmement aguerris. Et alors à cela, il faut ajouter la cavalerie, qui a été beaucoup utilisée par Alexandre, et qui faisait des charges très, très fulgurantes. On le voit d'ailleurs dans la bataille de Gaugamel, hein, qui est figurée par Oliver Stone. Alors l'état-major d'Alexandre était composé à la fois d'officiers de son père. On voit Parménion, par exemple, hein, qui est finalement exécuté à cause de la conjuration de son fils dans le Philotas, dans le film. Et puis associé à des jeunes aristocrates macédoniens, dont beaucoup avaient été éduqués avec Alexandre à la cour de Pella. Alors parmi eux, il y a évidemment Héphaïstion. Alors Oliver Stone insiste beaucoup, mais sans aucune scène clairement sexuelle, sur la relation privilégiée d'Alexandre avec Héphaïstion, qui évoque celle entre Achille et Patrocle dans l'Iliade. Bon, ce que nous savons par les sources donne à penser en effet qu'Alexandre était bisexuel, mais en fait, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, parce que dans le monde grec, c'est quelque chose de totalement, courant, enfin, qui n'a rien voilà. Enfin, il insiste vraiment beaucoup, alors que ça n'a rien de très original, hein, dans la Grèce ancienne. Il ne faisait que se comporter comme beaucoup de Grecs de son temps, notamment dans les milieux militaires. Alors, Darius III, conscient de la supériorité militaire de son adversaire, malgré des effectifs très réduits, malgré la disproportion des forces, au début de la campagne d'Alexandre, a constitué en fait une armée de mercenaires grecs pour lutter contre Alexandre. Alors ça, il n'y insiste pas du tout, il n'en parle pas, ou un petit peu à propos de la première bataille, la bataille de Granique, parce que, en réalité, Alexandre a eu beaucoup de difficultés au début de l'invasion de l'Empire, parce qu'en face de lui, il avait un chef tout à fait remarquable, un grec, un chef de mercenaires grec qui s'appelait Memnon de Rhodes.
Et donc, il a fallu plus d'1 an à Alexandre pour réussir à s'imposer véritablement en Asie mineure. Et il a eu la chance que Memnon de Rhodes disparaisse de maladie à l'été 333. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il a pu véritablement s'enfoncer vers l'est de la Turquie actuelle et remporter la victoire déjà décisive d'Issos le 1er novembre 333, dont ne parle pas de manière explicite Oliver Stone dans le film, même si on voit à plusieurs reprises des incrustations figurant la mosaïque de Naples, hein, la célèbre mosaïque de Naples, qui représente probablement une scène de la bataille d'Issos. Et donc on voit Alexandre sur bucéphale. On reconnaît la tête très particulière, hein, de ce cheval, la tête de bœuf, hein, c'est ça que veut dire son nom. Alexandre en train de charger au premier rang son ennemi, donc le souverain Darius III, qui est en train de prendre la fuite, hein, comme il l'a fait en réalité déjà pendant cette bataille. Donc Darius est vaincu. La victoire d'Issos ouvre à Alexandre la porte en fait du Proche-Orient vers le sud, et Darius abandonne dans sa fuite sa mère, sa sœur, sa femme, qui sont recueillis par Alexandre, qui les traite avec beaucoup d'humanité et de respect. Alors Alexandre repousse la proposition de paix de Darius III, qui veut en fait que les choses s'achèvent là, et qui est prêt à reconnaître à Alexandre la possession de l'Anatolie, hein, puisque Issos, c'est au débouché du Taurus, hein, et des portes de Cilicie, c'est vraiment l'est vraiment extrême de l'Asie, de la Turquie. Alors, il ne veut pas tout lui reconnaître, il veut reconnaître seulement la partie occidentale, hein, de la Turquie, à l'ouest du fleuve Alice. Mais enfin, c'est quand même une concession, et Alexandre refuse, malgré le conseil de certains généraux, et il continue la campagne vers le sud. Et donc, il s'empare assez vite de Tyr, mais Gaza, qui est une place déjà très importante, hein, depuis même, il y a une bataille livrée par Ramsès II, hein, à Gaza, qui est une cité phénicienne, prospère, avec un artisanat du verre absolument remarquable, une grande cité phénicienne, commerçante, résiste pendant 6 mois à Alexandre. Et Alexandre fait la même chose qu'à chaque fois qu'on lui résiste, c'est-à-dire qu'il massacre les habitants, les hommes, il vend les femmes comme esclaves et il détruit la ville. Et il arrive en Égypte, où il est accueilli en libérateur. Les Égyptiens avaient tenté à plusieurs reprises de se révolter contre les Perses, malgré cette politique tolérante. Et c'est là donc qu'il devient pharaon. Hein, il est représenté en pharaon, comme l'ont été d'ailleurs avant lui les souverains perses, et comme les Ptolémées ensuite. Et il va consulter en Libye un oracle extrêmement connu, donc par Hérodote déjà au 5e siècle, l'oracle de Zeus Amon à Chiwa, dans une oasis donc libyenne. Et c'est là que se passe un épisode sur lequel sa propagande a beaucoup glosé. Il est accueilli par l'oracle qui lui dit « Tu es le fils de Zeus ». Hein, tu n'es pas le fils de ton père, tu es le fils de Zeus. Et la propagande en fait d'Alexandre joue beaucoup là-dessus. Alors pendant cette année 332, il fonde Alexandrie, c'est-à-dire qu'en fait, il détermine la fondation d'Alexandrie, on va revenir, voilà, qui se trouve à l'ouest du delta, hein, du Nil, et qui, disons, est une fondation qui est appelée un grand avenir, mais disons qu'Alexandre ne fait pas grand-chose, hein, et Ptolémée Ier, quand il a pris la possession de l'Égypte en 323, en fait, il s'était installé à Memphis, la vieille capitale pharaonique, parce qu'Alexandrie n'était pas encore véritablement opérationnelle pour accueillir en fait des habitants. Il y avait très peu de choses qui avaient été réalisées.
Alors, il quitte l'Égypte au printemps 331 pour affronter Darius III en Mésopotamie, hein, donc aux confins de l'Euphrate et du Tigre, au Moyen-Orient. Et c'est là que prend place la première grande bataille décrite dans le film, c'est-à-dire la bataille de Gaugamel, et qui est donc en Irak actuel, en octobre 331. Alors pourquoi Oliver Stone a-t-il choisi Gaugamel? Bon, je ne suis pas évidemment dans sa tête, mais c'est vrai que c'est l'affrontement décisif entre les deux souverains. C'est l'affrontement qui a ouvert à Alexandre la porte de Babylone. Et Babylone, à ce moment-là, c'est la cité la plus importante du monde antique. C'est une ville gigantesque, extrêmement peuplée, mythique. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait emblématique, hein, de la conquête. Et puis aussi, c'est une bataille qui est relativement bien connue par les sources, même s'il reste des zones d'ombre, grâce à un document perse qui a été utilisé par un historien contemporain d'Alexandre, bon, dont l'œuvre n'a pas été conservée autrement que par des citations postérieures, Aristobule. Et puis c'est aussi une des plus spectaculaires batailles de l'Antiquité par les effectifs qui ont été mis en œuvre. Et puis Darius aussi avait doté son armée d'une vieille arme qui était tombée en désuétude, les chars à faux, hein, pour terroriser les ennemis et évidemment également essayer de lutter efficacement contre la phalange. Alors l'armée perse, là, elle est gigantesque, d'après les sources. Alors il faut toujours se méfier des sources. Hein. Dans les sources antiques, 1 million d'hommes pour les uns, 250 000 pour les autres, du côté perse, face aux 40 000 soldats d'Alexandre. Bon, on ne sait pas très bien, peut-être 150 000 hommes. C'est sûr qu'il y a une supériorité numérique du côté perse. Et face à lui, donc Alexandre a disposé en quinconce ses troupes pour essayer en décaler de façon à occuper le maximum de terrain et élargir au maximum sa ligne pour éviter d'être débordé. Alors au centre, donc, c'est la phalange, protégée par des fantassins légers, notamment des mercenaires, et puis sur les flancs, la cavalerie. Et vous voyez que lui-même commandait l'aile droite. Hein, dans les armées grecques, je ne sais pas si c'est le cas dans les armées plus récentes, mais c'est là qu'on mettait les troupes d'élite à cause du fonctionnement particulier de la phalange. Darius commence par envoyer sa cavalerie, charger la cavalerie d'Alexandre, qui s'écarte, ce qui provoque l'étirement de la ligne perse. Ensuite, il y a l'offensive des chars à faux, devant lesquels s'écarte l'infanterie, tout en criblant de flèches les équipages. Et donc les mouvements en question, ces premiers mouvements, comme les phases suivantes de la bataille, avec la charge d'Alexandre contre Darius, son sauvetage des troupes de Parménon, sont longuement constitués par Oliver Stone. Alors son conseiller historique, avec lequel d'ailleurs les relations étaient très houleuses, Robin Lynn Fox, qui est professeur à Oxford, a voulu participer à la bataille, donc il fait partie des combattants qu'on voit dans le film. Alors la bataille a été tournée au Maroc avec des figurants de l'armée marocaine. Alors à la suite de cette victoire remportée malgré l'infériorité numérique, Alexandre fait son entrée à Babylone. Disons, l'entrée a été reconstituée en studio à Londres. On voit la procession, hein, qui s'écoule, qui rentre à l'intérieur de la ville, cette ville absolument gigantesque. Vous voyez donc la porte d'Ishtar, elle est conservée au musée de Berlin, hein, au musée de Pergame de Berlin. Elle a fait couler beaucoup d'encre. Elle est très célèbre, hein, les textes qui la relatent sont très célèbres. Vous voyez un tableau, hein, de Charles Lebrun qui représente cette entrée du conquérant victorieux.
Alors la reconstitution donc par Oliver Stone de cette entrée avec la rencontre dans un harem de pacotille entre Alexandre en robe longue et puis la princesse perse en fait qu'il a déjà rencontrée 2 ans avant et pas du tout à Babylone, princesse perse Statera, a fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'elle s'inspire de la vision de Babylone de peintres orientalistes du 19e siècle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui ont vu le film, le chat persan aussi, complètement anachronique, les odalisques, etc. On a l'impression d'être... Et puis, on voit les fameux jardins suspendus qui sont reconstitués. C'était une des 7 merveilles du monde. Et la ziggourate aussi de l'Etemenanki, qui était un sanctuaire en l'honneur de Marduk, le grand dieu de Babylone, qui évoque la tour de Babel, qui est représentée comme certains tableaux d'époque moderne de la tour de Babel. Et puis, ce qui a été beaucoup reproché à Oliver Stone, à ce propos, et puis d'une manière générale dans le film, c'est le fait que les populations non grecques sont représentées comme une espèce de tout indistinct, sans véritable individualisation des personnages. Aristote parle même de race inférieure. Je ne sais pas si vous l'avez noté, ceux qui ont vu le film, à propos des Perses. Et beaucoup ont vu des critiques, une ressemblance frappante entre l'acteur, le maquillage de l'acteur jouant Darius III et Oussama Ben Laden. Quant à l'antique Babylone, située donc non loin de Bagdad, on sait qu'en fait, elle a été reconstituée par Saddam Hussein, qui était alors au pouvoir en Irak, 2 ans avant, 1 an avant le film, dès les années 70, où Saddam Hussein, qui se réclamait de l'héritage antique de la Mésopotamie, et s'était même fait construire un palais à l'entrée du site. Or, le film est sorti en 2004, d'où le fait qu'Oliver Stone a été accusé de soutenir la guerre lancée l'année précédente par Bush, et donc en Irak. Et puis, il a été accusé également de contresens, parce que dès la prise de Babylone, Alexandre, qui manquait de personnel grec qualifié sur le plan administratif, a confié des responsabilités importantes à des Perses, à des membres de l'aristocratie perse. Il a conservé l'organisation administrative de l'Empire perse d'emblée, et il a confié la satrapie de Babylone, qui était quand même, qu'il avait choisi pour capitale, à un Perse, Masaïos, qui était un de ses anciens adversaires. Donc il y a une réalité là qui n'est pas, qui est approchée de manière sans doute un peu fausse et complètement anachronique. Alors, autre épisode qui n'est pas, disons, alors là, qui est complètement passé sous silence par le film, d'après mes souvenirs, c'est l'incendie de Persépolis, puisque après donc l'entrée à Babylone, Alexandre se dirige vers l'est, vers le plateau iranien, et pour véritablement s'emparer des capitales perses, il rencontre de la résistance. Et les Grecs s'emparent de Persépolis, où était installée, semble-t-il, une grande partie du produit du tribut annuel versé par les peuples tributaires. Et là, les hommes sont massacrés, les femmes sont violées, un pillage complet de la ville est faite. Et Plutarque indique qu'il y a eu 3000 tonnes d'or qui ont été à ce moment-là récupérées par Alexandre, qui n'avait pas jusque-là beaucoup de moyens, et qu'il a fallu, pour transporter l'ensemble du butin, 20 000 mulets et 5 000 chameaux. Donc le butin, dans un premier temps, est transporté à Suse, à l'ouest, qui avant, on sait qu'une partie a été transportée ensuite en Macédoine. Alors,
À ce moment-là, c'est aussi un épisode très important parce que cet incendie de Persépolis, il est censé venger la destruction qui a été faite par les Perses en 480 à Athènes. Et les contingents grecs rentrent chez eux. Ils quittent l'armée. Alors, ils sont remplacés en partie par des combattants venus de Macédoine, des mercenaires, mais dès ce moment-là, pour renforcer son armée, Alexandre recrute des Perses qui rentrent donc dans son armée. Et une opportunité assez prodigieuse se présente à lui, qui veut continuer en fait la conquête de l'ensemble de l'Empire. C'est l'assassinat de Darius. Un satrape, Bessos, assassine en fait le grand roi et ensuite s'enfuit. Darius donc, qui a pris la fuite, hein, je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire, et donc pour poursuivre la guerre en fait, contre Alexandre, donc il est assassiné, et Bessos prend la fuite vers l'est en fait, de l'Empire, et Alexandre se proclame immédiatement comme le successeur de Darius, hein, comme finalement un grand roi achéménide, hein, comme le successeur, et décide de continuer la conquête de l'Empire au motif qu'il faut venger Darius. Et donc, il poursuit sa route. Alors, c'est une guerre différente qui commence contre des troupes perses alliées, donc qui sont résistantes, alliées à des populations scythes. Hein, les scythes, c'est des populations qu'on trouve un petit peu au nord du Caucase, qu'on trouve au nord aussi de... C'est un nom un peu générique hein, pour désigner beaucoup de populations. C'est une guerre où il n'y a plus véritablement de bataille rangée, c'est de la guérilla, avec beaucoup de pertes du côté des troupes d'Alexandre, des sièges également, très sanglants, très longs, très difficiles. Et finalement, Alexandre, qui a fait convoyer la dépouille de Darius III à Persépolis, où il a été enterré avec tous les honneurs selon les rites perses, lance sa campagne. Et il réussit donc à s'emparer de Bessos, mais au terme en fait d'un parcours qui le mène extrêmement loin au sein dans l'Empire, en Asie centrale, jusque dans ce qu'on appelle les hautes satrapies, la Bactriane et la Sogdiane, qui correspondent donc à maintenant ça correspond au Tadjikistan, l'Ouzbékistan, des parties hein, de l'Afghanistan et le nord-ouest du Pakistan. Donc il est vraiment aux confins de l'Empire perse et aux confins également du monde que connaissaient les Grecs. Et tout au long de ce parcours, à partir de l'Euphrate surtout, ils fondent des villes qui souvent s'appellent Alexandrie, qui pour certaines n'ont pas été identifiées, mais Kandahar, par exemple, la grande ville d'Afghanistan, est une fondation d'Alexandre. Et ces villes, ils les installent dans des sites qui sont souvent des sites stratégiques, dotés de terroirs fertiles, et la population, il y a beaucoup finalement de combattants macédoniens fatigués, blessés, et une partie de la population aussi est autochtone. Hein. Donc c'est des relais en fait du pouvoir macédonien, du pouvoir d'Alexandre, qui sont installés dans ces territoires. Et puis Bessos, il a été exécuté en 329. Et donc, l'armée commence, mais déjà dès 330, hein, où a lieu la première conjuration une des premières conjurations contre Alexandre, celle de Philotas. On la voit beaucoup dans le film avec l'exécution de Parménion. Les Macédoniens expriment leur lassitude, pas nécessairement de manière aussi extrême évidemment que dans le cadre de cette conjuration, mais les Macédoniens sont là de cette campagne qui dure depuis plus de 5 ans. Ils veulent rentrer chez eux. Et puis également le comportement d'Alexandre, qui se veut le successeur de Darius III, les déstabilise. Alexandre adopte les pratiques de cour hein, de ces souverains perses, très éloignés de leur entourage, et refuse désormais la familiarité de tradition entre les souverains macédoniens et leurs compagnons d'armes.
Donc l'armée également, il y a de plus en plus de contingents d'Asie centrale à mesure des pertes. Tout cela suscite en fait une opposition des Macédoniens. Et c'est là que se situe en 328 la mort de Kleitos, sur laquelle insiste aussi le film. Kleitos, qui est un ami d'Alexandre, il lui a sauvé la vie lors de la première bataille en Asie mineure, la bataille de Granique. Et donc il reproche en fait à Alexandre cette transformation de son comportement, le fait qu'il s'orientalise trop, que sa manière de gouverner est contraire aux traditions macédoniennes dans lesquelles il a été élevé. Et Alexandre, qui est complètement ivre, ça se passe à Samarcande, à Marakanda, l'actuelle Samarcande, lui balance, semble-t-il, en fait, une lance et le tue. Alexandre qui est complètement ivre, comme souvent dans le cadre des banquets. Alors, on est toujours donc en Asie centrale. L'épisode de la danse de Roxane, qui a fait couler aussi beaucoup d'encre dans les commentaires, qui est une aristocrate de Bactriane, donc une de ces deux satrapies, son mariage avec Alexandre au printemps 327. Tout cela est bien attesté par les sources. Le père de Roxane, Oxyartès, était un allié de Bessos, donc quelqu'un qui a combattu contre Alexandre, avant d'être vaincu par Alexandre, qui lui a conservé toute une série de territoires et de pouvoirs. Et donc le mariage a clairement un aspect diplomatique, quels qu'aient été les sentiments d'Alexandre, qui semble en effet avoir été séduit par Roxane et l'a épousée selon le rite macédonien, aux grandes dames de ses compagnons, qui ne voyaient pas pourquoi il ne la traitait pas autrement qu'une hétaïre, une odalisque orientale. Alors, je ne sais pas si ceux qui ont vu le film l'ont noté, mais à plusieurs reprises dans ces séquences, on voit des tours dans le film qui pourraient être des tours du silence, les tours du silence dans lesquels les adeptes de la religion perse, le masdéisme, plaçaient leurs morts pour qu'ils soient dévorés par des vautours. Une autre allusion à la religion perse est assez redondante dans le film, celle du disque ailé qui figure le dieu suprême Ahura Mazda, le dieu suprême perse. Alors, en 326, donc après son mariage, Roxane le suit. On voit ça dans la campagne en fait vers l'Inde, vers l'Indus. En 326, donc, Alexandre décide de poursuivre son expédition jusqu'à l'Indus, frontière orientale de l'Empire perse. Il lève 30 000 hommes en Asie centrale et divise son armée en deux. L'une file vers l'Indus sous le commandement d'Héphaïstion et de Perdiccas, et l'autre, en fait, sous son commandement, s'enfonce en fait dans des vallées sub-himalayennes. Donc, c'est ces épisodes de montagne qu'on voit dans le film pour combattre des tribus, en fait, des montagnes. Alors, après une campagne qui est très rude, l'armée se regroupe à Taxila, qui est la capitale d'un prince indien, dont il s'est fait un allié. Et puis, donc, l'armée regroupée franchit l'Indus et rencontre, donc, dans la bataille de l'Hydaspe, le roi Poros, qui a refusé de se soumettre à Alexandre. Et c'est la deuxième grande bataille, la seconde même, mise en relief par le film. Alors, les scènes là, ont été tournées dans la jungle, en Thaïlande, pour avoir donc des éléphants à disposition. Et les éléphants, donc, qui étaient 200, d'après les sources dans la bataille, ont terrorisé les combattants, qu'ils écrasent. On voit très bien ça dans le film. Alors Oliver Stone place là un épisode qui voit Alexandre chargé seul. C'est la mort de Bucéphale, et puis Alexandre est très grièvement blessé. Les sources évoquent des comportements analogues d'Alexandre, combattant au premier rang, à l'avant-garde,
c'est des comportements donc au Granique et à Issos notamment. C'est tout à fait typique des rois grecs, du comportement des rois grecs qui sont souvent blessés, parfois qui sont tués, dès lors que la faveur des dieux les abandonne. C'est quelque chose de tout à fait cohérent avec ce qu'on sait donc disons de l'idéologie guerrière des monarques grecs. Et puis dans le cas d'Alexandre, la bravoure, elle est très clairement attestée, en relation aussi avec son ancêtre mythique Achille, qui avait choisi une vie brève et glorieuse, et qui a été couronné par ce que les Grecs appelaient la belle mort. Jean-Pierre Vernant a fait un livre magnifique là-dessus. La belle mort pour les Grecs, c'est jeune et à la guerre. Donc là, il y a une espèce de référence tout à fait cohérente. Alors, j'ai mis pour illustrer cette scène, je ne sais pas si Oliver Stone la connaît, cette monnaie. C'est une monnaie assez rare, on a peu d'exemplaires. Une monnaie en argent très très lourde, sans légende, peut-être frappée à Babylone au retour d'Alexandre, qui figure donc la charge d'un personnage qui pourrait être Alexandre contre un équipage en fait monté sur un éléphant qui fuit. Et puis, au revers de la monnaie, donc, le personnage qui s'appuie peut-être sur un sceptre, qui est cuirassé, porte la très haute tiare des rois perses. Et donc, il est identifié en général comme Alexandre. Et vous voyez, il est couronné par une victoire. Ça, c'est, au contraire, c'est quelque chose de tout à fait grec, l'abstraction divinisée, niquée de la victoire. Alors après la bataille, donc Poros devient l'allié d'Alexandre, lui fournit des troupes pour continuer éventuellement la campagne. Et c'est là donc qu'il faut situer en réalité le refus définitif des troupes macédoniennes d'aller plus loin vers l'Est, malgré le discours magnifique d'Alexandre, qui est pas très bien restitué, c'est Plutarque qui le rapporte, c'est pas très bien restitué dans le film, où il rappelle à l'armée que lui ne s'est jamais enrichi, alors ça c'est dit dans le film, qu'ils se sont enrichis et surtout couverts d'une gloire immortelle grâce à lui. Alors Alexandre cède à son armée après avoir en prenant en compte les difficultés de la campagne qui peut s'annoncer vers l'Est. Il fait élever 12 autels aux 12 dieux olympiens, au premier rang desquels Zeus, et puis commence la retraite de l'armée, qui est divisée à nouveau en deux parties. Alors Alexandre prend le commandement de l'armée de terre, qui rentre à Babylone, la capitale, la nouvelle capitale d'Alexandre, par voie de terre, en traversant le désert. Alors c'est une retraite, un retour extrêmement pénible, qui coûte très cher en hommes, notamment lors de la traversée du désert de Gédrosie. Et puis, dans le même temps, l'amiral d'Alexandre, qui apparaît dans le film, Néarque, fait construire une flotte et Alexandre le charge d'explorer la mer d'Oman et le golfe Persique pour entrer donc également en Babylonie. Alors Néarque a raconté ça dans un périple. On voit que les Grecs sont émerveillés de voir des baleines. Ils sont très impressionnés aussi par le phénomène de marée qu'ils découvrent à cette occasion. Alexandre donc rentre à Babylone en 325 et prend toute une série de mesures qui mécontentent les Macédoniens, des mesures en faveur des Perses. Il fait restaurer des monuments anciens Achéménides et il impose à des milliers de Macédoniens qui sont déjà mariés en Macédoine d'épouser des femmes iraniennes lors en fait d'un épisode qu'on appelle les noces de Suse, où lui-même épouse 2 princesses de la dynastie achéménide. Et puis, l'élite de l'armée macédonienne avait, je vous en ai dit un mot, un statut particulier, le statut de compagnon, qui leur assurait du butin, des faveurs particulières, une carrière aussi dans l'armée.
Et ce statut est donné aux meilleures troupes qui ont été recrutées dans l'Empire perse. Donc ce sont des orientaux, hein, des Perses, des gens originaires d'Asie centrale, et les Macédoniens sont furieux, évidemment, même si eux restent au premier plan dans l'état-major, pour les postes politiques, etc. Mais voilà. Donc tout indique qu'aux yeux d'Alexandre, l'entente avec l'aristocratie perse était nécessaire au maintien, finalement, de son autorité sur l'immense empire qu'il avait conquis. Alors, beaucoup d'historiens, depuis l'allemand Droysen, au XIXe siècle, ont vu dans ces mesures d'Alexandre, de la fin du règne notamment, la trace d'une volonté de fusion ethnique et culturelle entre patrimoine grec et asiatique qui aurait finalement abouti à la naissance du christianisme. C'était une vision... voilà. Et depuis la décolonisation, on met plutôt l'accent sur le pragmatisme d'Alexandre et sur l'absence en réalité de dessin culturel et économique aussi de sa part. En outre, donc, son entourage direct est resté, en fait, pour l'essentiel, constitué jusqu'à la fin de Macédoniens qui étaient comblés de faveurs. Alors, à la fin du film, sont mentionnés les préparatifs d'une expédition en Arabie qui était prévue de fait en juin 323, mais que la mort d'Alexandre, le 13 juin, l'a empêché de mener à bien. Alors cette mort a fait couler beaucoup d'encre, à 33 ans. On y a vu le fruit d'un complot fomenté par le régent de Macédoine, Antipater, qui était sommé de rendre des comptes à Alexandre. Mais l'hypothèse la plus plausible paraît être celle du paludisme, qui serait venu à bout du roi, qui était épuisé par les blessures multiples et par l'alcool aussi. Alors dans le film, l'anneau royal d'Alexandre, au début et à la fin du film, tombe à terre. Les sources indiquent toutefois qu'il l'a donné à Perdiccas, le plus proche de lui depuis que Héphaïstion était mort l'année précédente, probablement de la typhoïde. Mais le film indique bien que tout en donnant cet anneau à Perdiccas dans les sources indiquent bien qu'il a dit à ses compagnons qu'il le pressait en fait de désigner un successeur, puisqu'il n'y avait pas de... Roxane était enceinte, mais il n'y avait pas véritablement de successeur incontestable dans la dynastie. Il aurait dit au meilleur d'entre vous, à ses compagnons. Alors, faute en fait de successeur incontestable, parce qu'il y a le demi-frère Philippe III Aridée, mais qui est malade, probablement épileptique. Il y a l'enfant qui naît de Roxane, mais dont les Macédoniens ne veulent pas parce qu'il est Mixo-Barbaros, parce que sa mère n'est pas grecque. Donc finalement, on a 40 années de guerre entre les compagnons d'Alexandre, presque tous, parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus malin que les autres, qui essaye de fomenter des alliances dès lors que l'un d'entre eux devient plus puissant, c'est Ptolémée, qui lui conserve en fait ce qui lui a été attribué lors d'un partage à Babylone aussitôt après la mort d'Alexandre, c'est-à-dire le royaume d'Égypte, dont il fait le plus puissant de ces royaumes qu'on appelle hellénistiques au IIIe siècle. Et puis donc on a, au bout de 40 ans de guerre, mais vous voyez par exemple la Macédoine, il faut attendre 276 pour qu'on ait un pouvoir stable en Macédoine. Et en fait, il faut toutes ces guerres de succession d'Alexandre avant, disons, qu'on ait une stabilisation relative du monde hellénistique. Voilà, bon, je vois que j'ai un peu trop parlé, même trop. Mais... Alors, au total, moi, je serais moins sévère avec le film que Pierre Briand. Et puis les historiens anglo-saxons qui ont même co-signé un livre intitulé Responses to Oliver Stone Alexander, Film History and Cultural Studies, qui est paru en 2010, auquel a participé notamment le conseiller historique du film, Robin Lane Fox.
Alors il conteste dans ce livre la vision du personnage d'Alexandre, hein, avec cette analyse psychanalytique qui se retrouve dans d'autres films, hein, pour d'autres héros d'Oliver Stone. Il critique l'insistance sur la bisexualité d'Alexandre, qui n'a évidemment pas la singularité que lui prête Oliver Stone. Bon, le choix d'Angelina Jolie aussi pour interpréter Olympias est critiqué, comme la vision caricaturale, hein, du personnage. Alors, moi, j'aime beaucoup les scènes de bataille, que je trouve incroyablement réalistes. Oliver Stone, vous savez, a une expérience. Il a été engagé volontaire au Vietnam. Il a combattu pendant 3 ans. Et c'est vraiment tout à fait remarquablement restitué. Et puis, il y a une volonté quand même de fidélité aux sources textuelles qui se voit dans beaucoup de détails. L'éclipse, par exemple, avant Gaugamel, elle est attestée par elle est indiquée par les textes. Le passage de l'aigle de Zeus aussi, le sacrifice animal avant la bataille, tout ça, ça fait partie des indispensables avant d'engager le combat. Tout ça, c'est tout à fait, disons, conforme aux sources et à ce qu'on sait, hein, de l'art de la guerre dans le monde grec. Et puis moi, je trouve qu'il y a un souffle qui se dégage de ce film, qui est baroque, qui est parfois un peu ridicule, grandiose, débordant de choses, et qui semble avoir un peu échappé à son réalisateur, d'où les multiples montages du film et les multiples versions. C'est une œuvre maladroite, mais quand même assez fascinante. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, ben merci beaucoup à Catherine Grandchamp, merci à vous. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, moi j'avais peut-être une première remarque, vous avez rappelé en effet qu'il y avait eu plein de fondations de villes, hein, les fameuses Alexandries multiples. Est-ce que, quel a été un peu le destin de ces villes ensuite? Est-ce qu'il y a eu... alors je ne pense pas qu'on puisse parler vraiment de colonies, parce que vous disiez qu'il y avait quelques Macédoniens, mais ils ne devaient pas être très nombreux. Mais quel a été le destin de ces villes? Est-ce qu'elles ont été marquées par leur héritage macédonien ou grec? Et est-ce qu'on trouve encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a des fouilles? Est-ce qu'il y a un travail qui est effectué sur ces fondations-là? Alors, il y en a une dont il faut dire 2 mots, parce que c'est une fouille française, c'est la ville d'Aï-Khanoum, en Afghanistan, qui a été fouillée par la DAFA, la délégation archéologique française en Afghanistan, qui est une ville en fait, qui a été la capitale de la satrapie de Bactriane et du royaume indépendant de Bactriane au IIIe siècle, où on a retrouvé véritablement des inscriptions grecques, des bâtiments grecs, tout à fait remarquables, des sentences delphiques aussi qui ont été amenées là. Enfin, oui, il y a un patrimoine. Aï-Khanoum a été détruite par les talibans, mais ça fait partie. Et il y a tout un pillage tout à fait terrible qui a eu lieu dans ces sites. À une époque contemporaine. Bon, il y a beaucoup de villes, en fait, de ces fondations d'Alexandre qu'on n'a pas identifiées. Hein, et d'autres, au contraire, ont eu un devenir. Moi, je parle toujours de Kandahar, mais il y en a d'autres sur l'Oxus. Mais les plus notables, la plus notable, c'est quand même Alexandrie, hein, qui a succédé à Babylone assez rapidement au IIIe siècle pour devenir, avant d'être détrônée par Rome, la plus importante cité en fait, du monde antique, avec plus de 500 000 habitants à l'époque des Ptolémées. Merci. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Non, pas encore. Oui, madame. Sait-on où Alexandre a été enterré? Ça, c'est une énigme archéologique. Hein. On pense qu'il était enterré au cœur d'Alexandrie,
Les fouilles d'Alexandrie posent depuis l'origine un vrai problème, comme toutes les villes qui ont été ensuite, qui ont été réhabitées ensuite et qui le sont toujours. On sait que le tombeau, il a été vu par Octave Auguste en 30. Il a sans doute été revu un peu plus tard par d'autres empereurs, je pense à Adrien notamment. Mais en fait, il a disparu. On ne sait pas ce qui est arrivé. Alors, il y a toute une série d'hypothèses, notamment celle d'un archéologue britannique qui pense qu'en réalité, il y a eu translation du corps d'Alexandre dans le tombeau de Saint-Marc, qui a été martyrisé à Alexandrie, et qu'en fait, le corps d'Alexandre serait à Saint-Marc de Venise. Ça fait partie des interprétations. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des fouilles aussi, enfin si, il y a quelques années, dans l'oasis de Chiwa, donc en Libye. Et là, une archéologue grecque a trouvé une stèle sur laquelle il y avait marqué « Ici est enterré Alexandre, fils de Philippe ». Bon, alors en même temps, Alexandros, Philippos, c'est pas d'une originalité folle. Hein, dans le monde grec, ça fait partie des noms. Alors, à partir de là, elle a dit je vais trouver le tombeau d'Alexandre. Il y a des fouilles encore aussi à Alexandrie pour retrouver le tombeau, mais non, on ne l'a pas retrouvé. Merci. D'autres questions? Non. Alors, sur le. Oui? Non? Oui, monsieur. Il me semble que le Coran fait plusieurs fois référence à Alexandre le Grand. Pouvez-vous nous dire un petit peu les rapports qu'il y a entre le monde arabe et Alexandre? Là, j'avoue que vous me posez une colle. Hein. Je sais que, de toute façon, on retrouve aussi dans des traditions au Mali, des traditions sur Alexandre. Et dans le monde musulman, c'est un personnage tout à fait important. À la fois un héros positif, mais aussi un héros négatif. Mais je suis incapable de vous en dire davantage à ce sujet. Mais il y a en effet un Iskandar, ou Iskander dans le Coran, qui joue un rôle important. Mais j'en sais pas plus. Oui, j'arrive. Que pensez-vous du livre de Laurent Godet, Pour ce cortège? Ah. Je le connais pas. Il raconte les funérailles d'Alexandre. Oui. Et comment le corps d'Alexandre a été ramené quelque part par Dipnéis, Oui. qui aurait été la fille de Darius. Enfin, il raconte avec un souffle épique les funérailles d'Alexandre et le transport du corps d'Alexandre. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le corps a été embaumé. Hein, c'était pas du tout. Ça a mis 2 ans en fait la préparation du convoi, et le convoi devait repartir en fait en Macédoine. Et donc la tradition de l'embaumement, elle est perse, hein, c'est-à-dire que le grand roi perse avait droit à des funérailles, tandis que tous les autres perses, eux, dans la religion mazdéenne, devaient subir, en fait, subir. Disons que c'était les rituels perses dans ces tours du silence pour récupérer les ossements et ensuite, disons que c'est des rites particuliers à la religion mazdéenne. Mais on sait donc qu'il y a eu une préparation incroyable du cortège funéraire pendant 2 ans. Mais j'ignorais, oui, l'existence de cette tradition. Enfin, ce que les textes nous indiquent, c'est qu'en fait, le convoi funéraire, qui était incroyablement riche et imposant, a été détourné par Ptolémée, qui a en fait réussi à le détourner en direction d'Alexandrie, ce qui lui a permis évidemment d'avoir un prestige particulier aux yeux des autres diadoques, des autres héritiers d'Alexandre. Et alors, ce qui frappe bien sûr, c'est l'étendue de cette expédition, de cette conquête. Donc, au départ, Alexandre reprend finalement le projet de son père, venger les Grecs d'Asie mineure. Puis ensuite, c'est venger Darius finalement. Mais est-ce que les sources finalement donnent des justifications du projet d'Alexandre d'aller au-delà encore, vers l'Inde, au-delà de l'Indus?
Est-ce qu'on connaît finalement les motivations qui ont été peut-être les siennes quand il s'adresse à son armée, par exemple, pour aller encore au-delà de ce qu'il avait déjà fait? Alors ça, oui, c'est le mythe du conquérant insatiable. On voit que c'est un personnage qui n'est jamais rassasié de conquêtes. Il va sans arrêt vers l'Est, à l'exemple de Dionysos aussi, la divinité tutélaire de sa mère, qui est aussi quelqu'un qui va toujours plus loin vers l'Orient de l'Empire. Dans le film, on a le sentiment qu'il y a une dimension exploratoire, géographique, l'idée d'atteindre en fait la fin de l'Oïkoumène, des terres habitées, de découvrir l'océan extérieur. C'est possible. Mais ça fait partie véritablement du mythe. Une curiosité insatiable. Oui, oui. Il y a une dimension, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, d'extrêmement avec des centres d'intérêt multiples, sans le moindre doute. Et d'ailleurs, après sa mort, les observations de ses compagnons, on voit Néarque, dans le périple de Néarque, tout cela est utilisé par des intellectuels qui sont réunis surtout dans le musée d'Alexandrie et la bibliothèque d'Alexandrie pour établir des cartes. Et c'est la naissance en fait d'une nouvelle école géographique. Dans le film, on voit sans arrêt la carte en fait qu'on appelle la carte ionienne, qui montre l'espace qui était connu par les Grecs jusqu'à Alexandre, et on voit l'élaboration. Alors ça culmine avec Claude Ptolémée au IIe siècle de notre ère, d'une nouvelle carte du monde habité, et cette carte finalement, elle préside aux grandes découvertes. Elle domine en fait toute la vie intellectuelle au Moyen Âge. Il faut attendre en fait les grandes découvertes pour voir une nouvelle vision de l'espace. C'est-à-dire que les motivations exactes d'Alexandre, voilà, je n'irai pas plus loin que la réponse que je fais, mais ce qui est sûr, c'est les conséquences à long terme de ces explorations qui sont remarquables. Dans le projet de conquête de l'Arabie, qui n'a pas pu mener à bien, il y a aussi un projet de type économique, c'est-à-dire d'essayer de rafler la mise du commerce de l'encens et du commerce avec la zone en fait, de l'océan Indien aux intermédiaires qui sont les Arabes. Il y a un dessin qui est un dessin de type sans doute commercial, comme l'idée aussi qu'il avait, semble-t-il, de concurrencer Carthage, qui était une puissance montante et une puissance tout à fait importante sur le plan des échanges en Méditerranée. Voilà. Ok, mais merci beaucoup. Mais si vous n'avez plus de questions, on va remercier Catherine Grandjean pour cette belle conférence. Merci beaucoup.